midi du CRD1. Et puis, je suis content de vous voir nombreux et nombreuses aujourd'hui. On va céder la parole presque immédiatement à M. Réal Allard, qui va présenter notre invité, qui va se charger principalement, je pense, M. Bourris, principalement de la présentation d'aujourd'hui. Puis à ma connaissance, à ce que j'ai compris, ça va être assez rapide pour qu'on puisse avoir plus de temps à la discussion. Fait que sans plus tarder, M. Allard, si tu veux. Merci beaucoup. Donc, ça me fait un grand plaisir d'accueillir avec vous Richard Bourris, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il a eu son doctorat en psychologie sociale à l'Université de Bristol en Angleterre avec un personnage dont vous avez peut-être entendu parler, nommé Tajfel. Henri Tajfel travaillait à ses côtés à ce moment-là en psychologie sociale. Et puis, il est passé par l'Université de McMaster au point de départ, ensuite à l'Université du Québec à Montréal depuis plusieurs années. Il travaille toujours dans les relations intergroupes, l'acculturation, l'intégration, les questions de préjugés, discrimination, tant chez les immigrants que dans d'autres contextes. La communication interculturelle, l'aménagement linguistique, avec Rodrigue, ils ont publié un article phare qui portait justement sur un aspect de l'aménagement linguistique. Ça, c'est tout ce qui touche les enseignes, les pancartes, les effets du paysage linguistique. Et puis, c'est un article qui a été un point fort dans tout le questionnement par rapport à ça. Ça a été repris par d'autres chercheurs dans plusieurs pays. Ça a été très apprécié comme contribution. Donc, il a été à la chaire Concordia UQAM en études ethniques pendant de nombreuses années. Ensuite, au Centre d'études ethniques des universités montréalaises, un consortium des universités de Montréal. Ça fait qu'il baigne dans cet univers-là depuis de nombreuses années. Et la production va avec. Plusieurs livres, 150 articles écrits, des choses comme ça. Donc, il est prolifique et il m'a invité à un moment donné, dans le cadre d'un projet, de participer au projet en termes d'interaction sur ce qui se passait au Nouveau-Brunswick, des pistes de littérature à fouiller, mais aussi pour faire une partie de la collecte de données à laquelle certains professeurs ici ont collaboré avec moi en me donnant accès aux étudiants et étudiantes de la première jusqu'à la 5e année dans différents cours. Et puis, ça a donné ceci. Ça fait que sans plus tarder, je passe la parole à Richard. Merci beaucoup, Réal. Alors, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Et c'est ça, c'est un peu le fruit de nos labeurs. Alors là, on a soumis un article ensemble, Réal et moi, pour cette recherche-là. Alors ça, c'est un petit condensé. Alors, je vais, sans plus tarder, vous donner tout de suite, vous rentrer tout de suite dans le bain, justement, de cette recherche-là. Alors, on commence avec les modèles de ce qu'on appelle en psychologie interculturelle de l'acculturation, qui est un terme qui vient de l'anthropologie. Et puis, on s'intéresse au contact entre les minorités et les majorités. Donc, c'est vraiment notre thème aujourd'hui, les contacts entre minorités et majorités. Alors, pour la définition de l'acculturation, c'est un processus de changement bidirectionnel qui se produit lorsque deux groupes ethnoculturels se trouvent en contact soutenu l'un avec l'autre. Alors, les anthropologues de fin 19e, début 20e, quand ils s'en allaient faire leur terrain à l'étranger, bien, très rapidement, l'idée de l'acculturation s'est imposée parce que là, c'était comment les gens de l'Europe sont en contact avec des communautés à travers le monde, de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, du Sud-Ouest, etc. Alors, le concept de l'acculturation est vraiment l'anthropologie, puis ensuite la psychologie interculturelle. Mais on peut l'appliquer sur les relations minoritaires-majoritaires. Alors, l'acculturation, ce processus-là de changement bidirectionnel, donc on est nécessairement, si on est minoritaire, on est très influencé par la majorité. Et si on est, même quand on est majoritaire, on est influencé par des minorités qui s'intègrent dans notre culture ou dans notre société. Alors donc, on dit aussi que l'acculturation se produit rarement entre des groupes ethnoculturels égaux, de pouvoir ou de statut égaux.
parce qu'il y a toujours un écart de pouvoir entre les minorités et les majorités. Donc, ces contacts-là sont plus souvent entre des groupes majoritaires dominants et des minorités dominées, de moindre statut, de moindre démographie. Donc, ça peut inclure donc, des minorités linguistiques. Le gros de la littérature en ce moment en psychologie, c'est vraiment le gros de la recherche dans les pays d'établissement de l'Europe, puis de l'Amérique. C'est surtout les processus d'acculturation entre les communautés d'accueil dominantes d'établissement, donc ça peut être les Français en France, qui ont à gérer, à s'apprivoiser à la présence des immigrants internationaux. Donc, le gros de cette recherche-là se fait pour étudier les immigrants, comment ils s'intègrent à la majorité dominante d'accueil, et aussi, à un moindre degré, comment les communautés d'accueil sont transformées par la présence des immigrants étrangers. Okay? Donc, le gros de la littérature, c'est là que ça se passe. Puis moi, le gros de la recherche que j'ai faite sur l'acculturation, c'est les questions, justement, entre les minorités immigrantes internationales et les majorités d'accueil. Donc, le côté vraiment important, c'est cette notion-là que le changement se fait culturel, au niveau culturel, linguistique et religieux, autant surtout chez les immigrants, chez les minoritaires, mais aussi chez les majoritaires. Même si des fois les majoritaires ne veulent pas avouer qu'ils sont transformés par la présence des immigrants. Ça peut être des Maghrébins, ça peut être des Arabes musulmans, ça peut être des Indo-Pakistanais, etc. Donc, on parle souvent d'immigration internationale. Alors, le modèle d'acculturation que j'ai développé est basé sur celui de John Berry, qui est une sommité dans le domaine. Mais ici, j'ai adopté un modèle plus intergroupe, parce que, justement, on s'intéresse surtout... alors, le gros de la recherche, on pourrait dire 85% de la recherche dans le monde sur les questions d'acculturation focalise sur comment les immigrants s'intègrent à la majorité d'accueil. Ça, c'était on pourrait dire, la plupart des subventions, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, portent sur comment on peut faire pour améliorer l'intégration des immigrants dans leur pays d'établissement. Moi, dans ce modèle-là, j'avais dit, bien, il faut aussi regarder comment la communauté d'accueil accueille les minoritaires immigrants. Donc, c'est vraiment une relation de pouvoir entre les communautés d'accueil qui, la plupart du temps, sont majoritaires et qui contrôlent le gros du Parlement, de la gouvernance d'un pays donné, d'établissement. Et comment on peut dire que les communautés d'accueil ont aussi une responsabilité à bien accueillir les immigrants pour qu'ils s'intègrent d'une façon harmonieuse. Alors, le modèle, c'est ça. Alors, c'est un modèle donc intergroupe, une communauté ou des communautés d'accueil dominantes, majoritaires, qui ont à accepter d'une façon ou d'une autre, favorablement ou défavorablement, les communautés immigrantes qui s'établissent dans le pays d'établissement. Et les relations intergroupes entre ces deux types d'individus, de personnes ou de groupes, bien, ont un impact sur les relations interculturelles qui peuvent être harmonieuses, problématiques ou conflictuelles. Quand ça va bien, on réussit l'intégration des immigrants avec les communautés d'accueil, c'est plutôt harmonieux. Quand c'est aussi tout ça, c'est problématique, bien souvent, pour certains groupes dévalorisés, comme les Arabes musulmans, il y a des fois, ceux-là, ils se font mal accueillis par la communauté d'accueil, ça crée des mauvais sentiments, puis ça fait des relations interculturelles plus conflictuelles. Ça, c'est un peu le modèle. Dans le modèle de John Berry, on se demande beaucoup les orientations d'acculturation des immigrants. Mais là, on va passer vite, on ne passera pas là-dessus parce qu'on focalise aujourd'hui sur les communautés d'accueil. Alors ça, c'est les orientations d'acculturation des immigrants. Mais on va tout de suite passer aux orientations d'acculturation des communautés d'accueil parce que c'est là-dessus qu'on va faire notre recherche aujourd'hui. Alors, imaginez la situation suivante. Vous avez on est ici, alors, on pourrait dire,
Au Nouveau-Brunswick, on a deux communautés d'accueil. On a la majorité anglophone, 2/3, et la minorité francophone, acadienne. Dans les endroits où les Acadiens sont majoritaires, ben, c'est la majorité d'accueil dominante. OK? Maintenant, la question est la suivante. Vous avez à accueillir des immigrants, soit internationaux, puis aujourd'hui, on va parler des immigrants intranationaux, interprovinciaux. Alors, la question que vous pouvez vous poser à propos de comment intégrer les immigrants, soit internationaux ou canadiens. Alors, une question que vous pouvez vous demander. Est-il souhaitable que les immigrants maintiennent leur culture d'origine? Là, on peut dire oui, non, mais c'est un peu un continuum. Okay? L'autre question que vous pouvez vous demander, est-il souhaitable que les immigrants adoptent la culture de ma communauté d'accueil acadienne? Okay? Donc, est-ce que les immigrants devraient maintenir leur culture d'origine? Si on dit oui, j'aime ça que les immigrants maintiennent leur culture d'origine. Et puis que je dis aussi, oui, je veux aussi que les immigrants adoptent la culture acadienne. Alors, si on croit ça, bien on dit qu'on a une orientation d'acculturation d'intégration. Ils peuvent garder leur culture, puis ils prennent la nôtre aussi. Alors, eux, ils deviennent comme biculturels, puis je suis confortable avec ça. Par contre, on pourrait avoir les communautés d'accueil acadiennes qui disent, est-il souhaitable que les immigrants maintiennent leur culture d'origine? Non, pas vraiment. Mais je veux qu'ils adoptent la culture des Acadiens. Donc là, c'est comme dire, quand les immigrants viennent en Acadie, ils devraient sacrifier leur culture d'origine pour adopter la culture acadienne. Ça, c'est une façon pour qu'un Acadien décide. Il y a des Acadiens qui vont avoir cette orientation-là, qu'on appelle assimilationniste. Okay? Donc, ce qu'on dit là, c'est un Acadien peut avoir, les Acadiens peuvent avoir plusieurs types d'orientation d'acculturation avec les immigrants, par rapport à comment les immigrants devraient s'intégrer. Alors, toujours avec notre idée ici, si l'Acadien dit est-il souhaitable que les immigrants maintiennent leur culture d'origine? Oui. Est-il souhaitable que les immigrants adoptent la culture d'origine de la communauté d'accueil? Non. Là, on dirait que c'est la ségrégation. Ce serait un Acadien qui dirait quand les Maghrébins arrivent à Moncton, ils peuvent garder leur culture arabo-musulmane, mais on ne veut pas qu'ils la mélangent avec notre culture acadienne. Alors, ils peuvent rester dans leur coin. On ne veut pas qu'ils diluent notre culture, mais ils peuvent la garder la leur. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. C'est une orientation d'acculturation de ségrégation. Maintenant, on peut avoir aussi des Acadiens qui diraient non, je ne veux pas que les immigrants maintiennent leur culture, puis non, je ne veux pas qu'ils prennent ma culture d'origine, parce que finalement, j'en veux pas des immigrants. C'est de l'exclusion. On n'en veut pas. Dans le fond, on aimerait mieux qu'ils ne soient pas là. Il y a une autre orientation d'acculturation qui est un peu en dehors de cette logique-là. C'est ce qu'on appelle l'individualisme. Il y a aussi des Acadiens qui vont dire, moi, là, les affaires de culture acadienne et de culture d'immigrants, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les individus. D'abord, que les personnes sont gentilles, qui sont compétentes, qui sont performantes. C'est les caractéristiques individuelles qui comptent le plus. Pas leur appartenance catégorielle. Qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient québécois, ou qu'ils soient ukrainiens. Ce qui est important, c'est la performance, c'est l'individu. Alors là, on parle de l'orientation d'acculturation individualiste. Alors, on va avoir ces orientations d'acculturation-là dans notre étude. Okay? On a demandé aux Acadiens de se prononcer sur chacune de ces orientations d'acculturation-là par rapport à leur endossement à chacune de ces options-là. Okay? Alors ça, c'est quelque chose qui est dans la recherche. Maintenant, pour les relations, alors quand je disais tantôt, alors là, on a comme défini un peu les orientations d'acculturation de la communauté d'accueil.
Puis là, les conséquences des relations interculturelles, on les étudie avec plusieurs marqueurs ou plusieurs corrélats. Okay? Puis ça, c'est les autres questions qui sont posées dans le questionnaire que réellement on a utilisé en académie. Alors, on a des questions. Alors, notre considération importante, c'est de dire quels sont les marqueurs des relations interculturelles entre les Acadiens et les immigrants canadiens. Là, je vais vous révéler qu'est-ce qu'on fait. Nos immigrants qu'on a choisis pour notre étude, c'était des immigrants canadiens. Donc, c'est ce qu'on appelle la migration interne. Okay? Là, on leur a donné comme option deux types de migrants. Des migrants qui sont canadiens anglais, qui s'installent dans des régions acadiennes, ou des migrants qui sont des francophones, mais pas de l'Acadie, soit du Québec ou de l'Ontario. Donc, soit des franco-ontariens ou des Québécois francophones. Là, on étudie, on a toutes sortes d'échelles. Par exemple, on leur demande leur préférence pour les migrants d'origine semblable à eux au niveau linguistique. Alors, dans ce cas-ci, est-ce qu'on veut avoir des immigrants canadiens-anglais dont la langue est l'anglais, ou on aimerait mieux avoir des immigrants du Canada qui sont francophones, soit du Québec ou de l'Ontario? On peut aussi demander la contribution de ces immigrants-là à la vitalité de la communauté acadienne. Okay. On va chercher aussi d'autres éléments. Puis ça, ce sont des thèmes qui sont étudiés au niveau international aussi, pour l'immigration internationale, mais on a tout appliqué pour le contexte acadien, le contexte franco-ontarien et le contexte québécois. Alors, dans la littérature internationale sur l'intégration des immigrants, non seulement on parle aussi du stress d'acculturation, on parle de la santé physique et mentale, la performance au travail, etc. Comme ici, nous, pour notre recherche en Acadie, puis dans les contextes francophones, c'est le maintien, la perte linguistique, l'identité sociale positive et multiple. Alors ça, ce sont tous des éléments qu'on a étudiés. Ça, on ne l'a pas trop touché, mais dans d'autres domaines, on le fait. Donc, on s'inspire de toute cette littérature-là internationale sur l'immigration internationale. On l'applique à la migration interprovinciale au Canada, dans la zone bilingue du Canada, Québec, Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Et ce qui nous intéresse, ce sont les perceptions et l'accueil des Québécois francophones, des Acadiens et des Franco-ontariens à l'égard des migrants interprovinciaux qui sont soit canadiens-français, soit canadiens-anglais. Alors, c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Est-ce qu'on aime des immigrants canadiens-français ou des immigrants canadiens-anglais pour qu'ils s'établissent en Acadie, en Ontario, dans les zones franco-ontariennes et au Québec? Donc, on travaille sur, c'était une subvention du CRSH, on travaille sur la zone bilingue du Canada, Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario. On a fait donc le sud et le nord de l'Ontario. Bon, les migrants interprovinciaux partagent la même citoyenneté canadienne et sont libres de s'établir dans chacune des 10 provinces canadiennes. Donc là, on n'a pas des contraintes pour nos immigrants parce que ce sont des migrants internes. Donc, ils ont la citoyenneté. Ils sont tous des Canadiens de citoyenneté. Alors, ce qu'on propose, c'est que les migrants canadiens-français qui s'établissent, par exemple, en Acadie, ou les Canadiens anglais qui s'établiraient en Acadie, ont aussi des défis d'acculturation. Pas autant que les immigrants internationaux, mais ils en ont quand même. Ensuite, on sait que les communautés d'accueil francophones ou anglophones peuvent être plus ou moins accueillantes, selon l'origine linguistique, culturelle et religieuse des migrants canadiens. On sait que c'est ça qui se passe pour les immigrants internationaux. On a l'impression que ça peut se passer aussi pour les migrants interprovinciaux. Donc, l'acculturation, elle joue toujours des deux bords, chez la communauté d'accueil et chez les immigrants. Mais aujourd'hui, on focalise sur les communautés d'accueil. Alors, la première
notre première question. Les communautés d'accueil canadiennes-françaises préfèrent-elles les migrants interprovinciaux, canadiens-français ou canadiens-anglais? Alors, on a une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse des deux solitudes. Là, on dit les communautés d'accueil francophones préfèrent et valorisent les migrants francophones plutôt que les migrants anglophones. Alors, si je vais vous demander là, très rapidement pour l'Acadie, est-ce que vous voulez avoir 100 000 nouveaux immigrants anglo-canadiens qui s'installent en Acadie ou 100 000 nouveaux immigrants franco-ontariens et québécois francophones qui s'installent en Acadie? Je doute que ce soit en faveur des anglophones pour l'Acadie. Okay. Alors là, on dit la raison pour laquelle on préfère des immigrants qui sont semblables à nous, au niveau linguistique, peut-être culturel. Premièrement, c'est parce que d'habitude, on favorise les nôtres qui sont semblables à nous, plutôt que les eux qui ne sont pas semblables à nous. Aussi, on est plus ou moins conscient que les immigrants vont contribuer à la vitalité francophone régionale, fortement ou faiblement, selon qu'ils sont francophones ou anglophones. Okay? Et on a comme hypothèse aussi que les orientations d'acculturation seront plus favorables à l'égard des migrants francophones qu'à l'égard des migrants anglophones. La contre-hypothèse, ou l'autre hypothèse, c'est l'hypothèse de l'identité commune. Les Canadiens français considèrent les migrants francophones et anglophones comme étant membres de la même identité supranationale canadienne. C'est le nous collectif des Canadiens. Donc, les Québécois francophones, acadiens et franco-ontariens désirent autant les migrants anglophones que francophones. Pourquoi? Parce qu'on partage tous notre citoyenneté canadienne, notre identité canadienne. C'est un point en commun qu'on ne retrouve pas nécessairement avec les immigrants internationaux. Okay. Alors, pour les points de chute, bien, on a donc le Québec qui est à 78,9%. Langue maternelle française à 6 millions, avec une autre communauté d'accueil qui sont les Canadiens anglais, les Anglo-Québécois, qui sont à 8% de la population, qui sont passés de 13% à 8%. Au Nouveau-Brunswick, on a les Acadiens qui sont à 32,5% de la population, à peu près donc 240 000. Par rapport à l'autre communauté d'accueil, mais là, c'est pas celle-là qu'on a étudié. Je l'ai étudié, mais pas dans cette étude-ci, mais on a fait la même étude avec les Anglo-Canadiens de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Mais c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Mais pour le contexte social, bien, on a la majorité anglophone à peu près à 64%, avec 400 000 personnes. Et chez les Ontariens, on a la proportion de 4,4% en Ontario, de franco-ontariens, une population d'un peu plus d'un demi-million. Face à une majorité de 70% d'anglophones à presque 9 millions. Ça, c'est un peu le contexte des mots linguistiques. Pour l'étude, des échantillons obtenus dans les universités. Un total de 658 étudiants de premier cycle. Des Québécois francophones, on a 204 qui ont été sollicités à l'Université du Québec à Montréal. Des Acadiens à l'Université de Moncton, 227. Des Franco-Ontariens à l'Université d'Ottawa et à l'Université Laurentienne. Alors, les répondants universitaires partagent à peu près le même niveau d'éducation et proviennent à peu près des mêmes classes sociales. Alors, ça nous aide à contrôler un peu pour l'origine des répondants. Leur âge, c'est entre 19 et 35 ans. Alors, on s'assurait que tous les répondants avaient la langue maternelle, le français, étaient nés dans leur province d'origine et ils avaient des parents dont la langue maternelle était aussi le français et qui étaient nés au Canada. Okay. Donc, on reste vraiment dans le circuit des Canadiens, on pourrait dire, les deux peuples fondateurs. Là, on parle surtout des francophones. Ils répondaient au questionnaire en classe, c'était des questionnaires anonymes, il y avait un consentement averti, il y avait un debriefing, ça prenait entre 45 et 60 minutes. Alors là, je vais vous donner les résultats. La première chose qui nous intéresse, c'est les identités multiples. Alors, chez les Québécois, alors là, on va comparer systématiquement
les Québécois francophones, les Acadiens et les Franco-Ontariens. Puis avec ces trois groupes-là de comparaison, ça nous permet de mettre en relief, de mieux comprendre comment chacune des communautés réagissent à nos questions. Alors, pour les identités multiples, vous voyez que les Québécois francophones se sentent surtout francophones et québécois, moins canadiens, moins montréalais et moins bilingues. Okay? Ça, c'est leur identité. Jusqu'à quel point vous vous identifiez comme un Canadien? Ben, beaucoup moins que comme un Québécois. On s'entend, c'est comme ça. C'est ça qu'on a à l'UQAM, c'est normal à l'UQAM. Okay. Maintenant, chez nos Acadiens. Nos Acadiens sont différents des Québécois dans la mesure où ils se sentent autant canadiens que francophones et un peu moins acadiens que canadiens, mais quand même très fortement acadiens, et aussi très fortement bilingues. Okay. Et chez nos Franco-Ontariens, alors là, on a vraiment l'identité multiple. On a nos Franco-Ontariens se sentent surtout canadiens et aussi très fortement francophones, bilingues et franco-ontariens, et même un peu anglophones. Donc, les franco-ontariens sont les plus biculturels, les plus bilingues de nos trois groupes de francophones dans la zone bilingue du Canada. Leur langue d'usage à la maison, au travail, quand on combine la maison, le travail, l'université et les amis. Alors, pour l'usage du français, on voit que les Québécois francophones, ce sont ceux qui parlent le plus souvent en français, suivis des Acadiens et suivis des Franco-Ontariens qui, eux, parlent presque autant l'anglais que le français. Okay? Alors, encore une fois, nos Franco-Ontariens, ce sont les plus bilingues et les plus biculturels, même dans leur taux d'usage du français par rapport à l'anglais. Alors ici, on voit que les Québécois anglophones et les Acadiens se ressemblent beaucoup. Maintenant, on leur demande, qui aimeriez-vous avoir comme immigrant dans votre province? Chez les Québécois francophones, à l'UQAM, ils disent, nous, on aimerait avoir surtout des Canadiens français et des francophones africains. Quand on compare, par contre, ils aiment moins des Anglais canadiens et des Anglais qui viennent des États-Unis. Donc, il y a un biais en faveur des immigrants francophones, blancs ou noirs. Chez les Acadiens, même chose. Les Acadiens, ils préfèrent surtout des Canadiens français comme immigrants et des Franco-africains par rapport à des Anglais. Et la même chose avec les Franco-Ontariens, mais un petit peu, bon, c'est un petit peu nuancé, mais c'est toujours la même tendance. On préfère beaucoup plus des immigrants internationaux ou nationaux qui sont francophones que les Anglais. Okay. Du moins sur les États-Unis. On leur demande, sur une échelle de thermomètre, qu'on appelle le thermomètre ethnique, jusqu'à quel point êtes-vous favorablement disposé envers les groupes suivants. Chez nos Québécois francophones, on leur demande, parmi les groupes à choisir, leur propre groupe, Québécois francophones. On a ce qu'on appelle le billet pro de groupe classique. C'est le groupe envers lequel nos Québécois sont les plus favorables. Nous. Pourquoi nous? Ben, c'est mieux nous que eux. Okay. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez remarqué que les francophones, c'est toujours en bleu, les anglophones, c'est toujours en rouge. Vous pouvez voir, le thermomètre est là. Les Québécois francophones préfèrent des immigrants, des personnes de France, des Acadiens, des Franco-Ontariens, puis des Africains francophones. Okay. Alors, les Acadiens vont bien au Québec. Par rapport aux anglophones, un peu moins, Québécois anglophones, qui sont au Québec depuis 250 ans,
les Anglais canadiens du reste du Canada, des immigrants américains et des anglophones d'origine indienne. Vous voyez ici, ça c'est les immigrants en général, puis ici ce sont les autochtones. Ça, ce sont les allophones. Mais l'idée, c'est qu'on a un biais en faveur, on est plus favorablement disposé au Québec à l'égard des francophones qu'à l'égard des anglophones. Et on retrouve la même chose chez les Acadiens. Les Acadiens, qui préfèrent le plus, qui favorisent le plus? Nous, Acadiens. Okay, ici, biais pour nos groupes. Et ensuite, les Québécois, les Franco-Ontariens, les gens de France, les Africains francophones. Et moins les Anglo-Canadiens et surtout les Américains. Bon, on est toujours en haut de 50%, on pourrait dire, parce que dans l'échelle, on avait pas du tout favorable à 0, moyennement favorable à 50 et très favorable à 100. Donc, on peut dire qu'au niveau des préjugés, il y a quand même des bonnes relations, parce que tout le monde est favorablement perçu. C'est juste le degré qui change un peu d'un groupe site à l'autre. Et pour les Franco-Ontariens, c'est semblable, sauf que les Franco-Ontariens jugent les Anglo-Canadiens aussi favorablement que les Québécois francophones, que les Acadiens. Donc, les Anglo-Ontariens sont encore un peu différents. Ils sont non seulement plus bilingues, plus biculturels, mais plus favorablement disposés envers les anglophones. Alors, ils sont spéciaux. Par contre, pour les Américains, c'est toujours le groupe le moins bien perçu comme anglophone. Maintenant, dans la littérature internationale, un des meilleurs prédicteurs de l'accueil qu'on fait des immigrants, c'est le sentiment de menace identitaire, le sentiment d'être menacé par la présence des « eux » par rapport au « nous ». Alors ici, on demande jusqu'à quel point est-ce que votre identité en tant que Québécois francophone est menacée par la présence des groupes suivants dans votre province. Ça, c'est les Québécois francophones. Okay. Alors, on est content, les Québécois francophones n'ont pas peur d'eux-mêmes. Puis ils n'ont même pas peur des Acadiens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ils se sentent plus menacés par les Québécois anglophones. OK? Bon, c'est pas. On est, tu sais, la moyenne, c'est 4. Alors, c'est quand même pas trop menacé, mais il y a quand même un sentiment de menace par rapport. Et aussi les Canadiens anglais qui viennent des autres provinces. Donc, la bébite, c'est encore les anglophones. Chez les Acadiens, semblable. Les Acadiens n'ont pas peur d'eux-mêmes, bravo. Ni les Franco-Ontariens, un petit peu plus des Québécois francophones. Je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà eu des conversations avec le Blé et Réal là-dessus. Pas dans le temps. Et par contre, pas mal plus inquiet par la présence des Canadiens anglais. Ça, c'est simple, ça, c'est plus de menaces. Naturellement, il y a le poids de l'histoire qui est derrière tout ça. On s'entend. Et chez les Franco-Ontariens, à peu près la même histoire. Ils ne sont pas trop menacés ni par les Acadiens, ni par les Franco-Ontariens, ni par les Québécois francophones, ou un petit peu plus par les Québécois francophones, et plus par les Canadiens anglais. Alors, pour les trois groupes, les majoritaires québécois se sentent aussi menacés par les anglophones. Alors, on peut imaginer pourquoi que les Acadiens et les Franco-Ontariens, qui sont minoritaires, peuvent se sentir plus menacés par la présence des anglophones. On se fait ça pour le temps. Maintenant, on leur a demandé, quand vous pensez aux immigrants qui arrivent dans votre province, quelle est la contribution de ces immigrants-là à la vigueur de la langue française et à la vitalité de votre communauté francophone? Jusqu'à quel point ces migrants-là contribuent
à la vigueur de votre langue et à la vigueur de votre communauté linguistique provinciale. Quand on demande la question aux Québécois francophones, naturellement, le groupe considère comme étant les plus importants pour la vigueur de la communauté québécoise francophone sont les Québécois francophones eux-mêmes. Okay? Suivi des Acadiens, et ceux qui ne contribuent pas, dans ce cas-ci c'est la langue, le moins à la contribution du français, ce sont les immigrants canadiens anglais qui arrivent au Québec. Okay? Et la même tendance pour l'idée de la vitalité de la communauté. Donc c'est la langue en particulier et la vitalité de la communauté. Donc on voit ici que c'est les Acadiens contribuent plus à la vitalité des Québécois francophones que les Anglo-Canadiens, par le fait du français. En Acadie, il y avait 4 groupes cibles. Jusqu'à quel point les Acadiens contribuent à la vitalité de la langue française? Bien naturellement, ce sont les Acadiens qui contribuent le plus favorablement à la langue française. Suivi des Québécois francophones, suivi des Anglo-Ontariens et, encore une fois, la moins grande contribution de ce type d'immigration-là, c'est celle des Canadiens anglais. Et la même chose pour l'ensemble de la vitalité institutionnelle, démographique et de statut de la communauté francophone acadienne. Donc, les francophones en général contribuent plus à la vitalité acadienne que les anglophones, mais on a quand même ces écarts-là entre les Acadiens, Québécois francophones et Franco-ontariens. On va revenir là-dessus. Pour les Franco-ontariens, on a à peu près la même tendance. Les Franco-ontariens contribuent le plus à la langue française en Ontario, suivi des Québécois francophones, des Acadiens, et les immigrants les moins susceptibles de contribuer à la langue française, ce sont les Anglo-Canadiens. Et la même chose pour la vitalité générale des Franco-ontariens. Même tendance. Donc, c'est toujours les anglophones qui contribuent le moins à la vitalité des communautés francophones dans les zones bilingues francophones. Alors, en revenant au modèle, là, on va se demander, on va finir avec ça, quelles sont les orientations d'acculturation des Acadiens, des Québécois et des Franco-ontariens à l'égard des immigrants francophones et des immigrants anglophones? Alors, les deux solitudes, l'hypothèse des deux solitudes, ce serait que chez les communautés francophones d'accueil, les orientations d'acculturation sont plus accueillantes envers les migrants valorisés canadiens-français que pour les migrants canadiens-anglais moins valorisés. Parce qu'on a vu qu'ils sont moins valorisés, les anglophones, que les francophones en tant qu'immigrants. L'autre hypothèse, ce serait encore notre hypothèse de l'identité commune canadienne. Les orientations d'acculturation à l'égard des immigrants anglophones vont être aussi accueillantes que celles à l'égard des migrants francophones parce que nous sommes tous des Canadiens. Une catégorie qui chapeaute les francophones et les anglophones par l'identité canadienne. Alors, on a, juste pour revenir, on a l'intégration, l'assimilation, la ségrégation, l'exclusion et l'individualisme. Puis là, on va regarder les résultats. On n'a pas besoin de ça. Alors, chez les Acadiens, qu'est-ce que nous avons? Les orientations d'acculturation accueillantes sont l'individualisme et l'intégrationnisme. Et on voit que les Acadiens sont autant accueillants à l'égard des immigrants québécois francophones qu'à l'égard des immigrants canadiens anglais. Et ils n'endossent pas, ça c'est, bon, je ne rentre pas dans cette histoire-là, c'est une autre histoire, mais ils ne sont pas plus assimilationnistes avec les francophones qu'avec les anglophones. Et ils sont autant ségrégationnistes, ce qui n'est pas toujours gentil, mais ils sont autant ségrégationnistes à l'égard des francophones qu'à l'égard des anglophones. Et sont peu exclusionnistes.
Mais l'idée, c'est que les orientations d'acculturation qui sont peut-être plus profondes que juste des attitudes, là, on voit que les Acadiens sont quand même accueillants. Très accueillants sur 2 des 3 orientations d'acculturation accueillantes. Moins accueillants pour le ségrégationnisme, ça c'est, on pourrait dire, les Canadiens anglais peuvent garder leur culture en autant qu'ils n'influencent pas notre propre culture. On ne veut pas se faire contaminer par la culture des anglophones ou se faire diluer par la culture des anglophones. Mais on dit la même chose à propos de la culture des Québécois francophones. Chez les Franco-Ontariens, même tendance. Exactement la même tendance. Sont autant accueillants pour les immigrants francophones que les immigrants anglophones. Okay? Avec toujours cet écart-là pour le ségrégationnisme. La différence, ce sont les Québécois francophones, qui sont la majorité dominante. Eux sont systématiquement moins accueillants à l'égard des Canadiens anglais qu'à l'égard des Acadiens. Vous êtes les chouchous des Québécois. Alors, on a ça pour l'individualisme, on a ça pour intégration et transformation, comme je ne rentre pas dans les détails de ça. On est, donc, pour les deux des 3 orientations accueillantes, on est plus accueillant chez les Québécois à l'égard des Acadiens qu'à l'égard des anglophones, et on est moins accueillant à l'égard des anglophones qu'à l'égard des Acadiens pour l'assimilation, la ségrégation et l'exclusion. Donc, en général, les Québécois francophones, bien qu'ils soient la majorité dominante, la mieux assis, à 82%, à 80% de la population, avec le contrôle total de l'État et de toute l'entreprise, ce sont les Québécois francophones qui sont les moins accueillants à l'égard des Canadiens anglais. C'est quand même pas des grosses différences, mais ils sont très systématiques sur 5 des 6 orientations d'acculturation. Alors, pour terminer, on a l'appui de l'hypothèse de l'identité commune canadienne chez les Acadiens et les Franco-Ontariens pour l'endossement des orientations d'acculturation, qui sont quand même des orientations, c'est un mélange d'attitudes, d'intentions, de comportement. C'est plus profondément ancré, cette idée-là d'acculturation, que simplement des attitudes. Là, on voit que les Acadiens et les Franco-Ontariens sont autant accueillants, autant moins accueillants envers les francophones qu'envers les anglophones. Alors, on a l'appui de l'hypothèse des 2 solitudes, l'appui pour l'identité commune dans les orientations d'acculturation, et toujours chez les Acadiens et les Franco-Ontariens, il y a quand même beaucoup de soutien pour l'hypothèse des deux solitudes, qui est on préfère toujours les immigrants francophones plutôt que les immigrants anglophones. Ça, c'est les 2 solitudes, malgré le fait qu'on partage ensemble la nationalité canadienne. Chez les Québécois, on a l'appui pour l'hypothèse des 2 solitudes, autant dans tous les indicateurs que je vous ai montrés que pour les orientations d'acculturation. C'est comme si les Québécois francophones sont plus polarisés contre les anglophones et en faveur des francophones. Pourtant, c'est la majorité dominante. C'est celle qui devrait se sentir moins menacée, mais vous avez vu qu'ils se sentent quand même menacés malgré qu'ils sont une majorité dominante. Ils n'ont pas énormément à être apeurés par la présence des anglophones au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc on a une majorité dominante qui se comporte d'une façon avec un genre de crainte ou de rejet des anglophones plus soutenu que chez les minorités francophones de l'Ontario et de l'Acadie. Alors là, on aimerait bien voir vos commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as dit, Richard, que tu avais des
donné, tu avais déjà fait l'étude du côté des majorités anglophones. Est-ce qu'on trouve essentiellement la même chose? Disons, est-ce que les anglophones se sentent moins menacés que les Québécois? Je n'ai pas analysé. On était juste commencé à écrire, on a commencé avec les francophones. J'ai comparé les francophones du Québec, les Québécois francophones avec les Québécois anglophones. Là, les Québécois anglophones, eux, se sentent un peu plus menacés que les Québécois francophones. Mais c'est très particulier au Québec pour les anglophones, parce que c'est une minorité en déclin. Ils sont en déclin par rapport à ce qu'ils étaient avant. C'est ça qu'ils ont dans la tête. C'est qu'avant, on était une plus grosse minorité, plus importante, plus puissante. Puis là, on est en déclin sur toutes sortes d'indicateurs, donc ils se sentent moins à l'aise. Une deuxième question, ça serait... C'est une remarque que j'ai souvent faite par rapport à toutes les études en psychologie qui sont faites 95% avec des étudiants universitaires. Oui. Et je vois que quand même, quand tu présentes tes concepts, tu parles des communautés. Et donc, je sais que tu as déjà beaucoup regardé les sondages et tout ça qui sont plus représentatifs de la communauté en général. Est-ce que de ton expérience, que les universitaires se comportent différemment des communautés en général? Parce que les sentiments de menace peuvent être très différents dans la population que par rapport à une certaine élite, en guillemets, qui serait à l'université. C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu des échantillons de complaisance, mais c'est parce que c'est des questionnaires qui sont très longs. Hein? On les connaît. Vous autres, vous les avez faits dans les écoles secondaires à travers le Canada, avec les anglophones au Québec, les francophones au Québec. Donc, quand on a des populations captives dans des salles de classe, on peut faire des questionnaires plus soutenus, plus complexes, tandis que dans les sondages, on vous donne 10 questions max, à peu près à 1 500 $ la question, que ce soit pour des sondages électroniques ou des sondages par téléphone. Le téléphone, c'est presque fini. Donc, alors, c'est partagé. Ça dépend toujours des populations. Alors, je peux dire, oui, l'UQAM, c'est peut-être un peu plus nationaliste que d'autres types de populations, tout simplement parce que l'UQAM attire des étudiants qui sont un peu plus souverainistes, un peu plus francophones. Il y a toute une culture organisationnelle autour de l'UQAM qui attire les gens à l'UQAM. À l'Université de Montréal, j'ai souvent fait des études à l'Université de Montréal, je n'ai pas eu vraiment de différence entre l'UQAM et l'Université de Montréal. Donc c'est vrai que chez les populations à l'université, ce sont les futurs décideurs, ou du moins les personnes qui vont occuper des postes de responsabilité. Donc, ils vont avoir leurs opinions, leur représentation va avoir un poids quand même assez important dans la société parce qu'ils vont toujours avoir des postes de responsabilité d'une façon ou d'une autre. Si je vais chercher les sympathisants du PQ, donc on est encore là, je pense que c'est représentatif, ce que j'ai à l'université. Si je m'en vais, bon, puis là, pour les anglophones du Québec, c'est totalement différent. C'est fédéraliste, c'est pas souverainiste. Alors, toujours dans mes études, si je compare l'anglophone et francophone, les francophones sont toujours 2 fois plus, ils sont à 6 souverainistes, puis les anglophones sont à 2 souverainistes et 6 fédéralistes, tandis que les francophones sont à 4 ou 3 fédéralistes. Donc, ça se décline sur les cas, toutes les populations. Tu peux avoir les gens qui sont en sciences administratives, autant à l'UQAM, à l'Université de Montréal, qui vont être plus fédéralistes, tandis que ceux qui sont en sciences sociales à l'UQAM vont être plus séparatistes. Donc, plus ouverts à la diversité, moins ouverts à la diversité, selon. Donc, ça se décline complexe. Je me demande, je pourrais peut-être ajouter quelque chose ici, un questionnement par rapport à l'échantillon en question. On sait qu'ici, moi j'ai fait la collecte des données ici à la faculté même, à tous les niveaux, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Il peut y avoir des étudiantes et étudiants qui étaient inscrits essentiellement pour l'enseignement au primaire, tandis que d'autres pouvaient être inscrits à la fois en éducation et dans d'autres facultés, sciences sociales, arts et lettres. Donc, une diversité.
mais en éducation. Donc, par rapport à l'Acadie, quand on pense à un programme de 5 ans en éducation, avec des concepts sur l'insertion, sur l'accueil, sur l'interculturel dans certains cours, c'est peut-être le scénario le plus positif qu'on pourrait peut-être rencontrer. C'est une hypothèse en question. Est-ce que dans les autres sites, ça a été un échantillonnage à peu près similaire ou plus diversifié encore? On est resté en psychologie et en éducation. On a eu le gros on avait surtout des étudiants en éducation aussi. Oui, puis à Laurentien aussi, puis à Ottawa aussi. Okay. Parce qu'on s'est dit, on reste dans les sciences sociales. Parce que les études de Serge Dumont en France, là, ils montrent que les étudiants qui sont dans les sciences de la gestion, ils ont des représentations, par exemple, de la pauvreté, puis de la richesse, puis de l'accomplissement qui sont très différentes de ceux qui sont dans les sciences sociales. Alors, les gens en sciences de la gestion, eux autres vont dire, quand on leur demande c'est quoi les causes de la pauvreté, ils vont dire, bien, en sciences de la gestion, ils vont dire c'est surtout les personnes pauvres parce qu'ils sont un petit peu fainéants, les personnes riches parce qu'ils travaillent plus fort. Quand tu vas dans les sciences sociales, ils vont dire c'est le contexte social, c'est le système économique qui fait qu'il y a des pauvres, qui génère des pauvres, puis qui génère des riches. Là, l'attribution va être sur le système plutôt que sur les individus. Et à mesure que les étudiants poursuivent leurs études en sciences de la gestion, en sciences sociales, bien, tu vois cette bifurcation-là qui s'accentue parce que les deux types de programmes accentuent le système de valeurs qui correspond à chacun des deux types de formation. Donc, les gens en sciences de la gestion continuent encore plus fort à être comme la dominante sociale, mais encore plus fort sur l'idée que les riches méritent d'être riches et les pauvres méritent d'être pauvres. Puis ceux qui sont en sciences sociales sont encore plus ancrés sur l'idée que c'est le système qui génère la pauvreté et la richesse, l'inégalité. Donc, des cultures organisationnelles des départements, c'est la reproduction sociale. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'échantillon. Alors, on a eu un échantillon en sciences sociales. Par exemple, sur la question de la ségrégation, il y a 5-6 ans, c'était plus j'avais presque pas d'endossement ni d'assimilation, ni de ségrégation, ni d'exclusion. Puis là, depuis 4 ans, le taux de, ce que j'ai eu comme ségrégationnisme, l'idée de ségrégation, bien, je le retrouve de plus en plus. Et puis pourtant, nos libellés sont identiques à ce que je faisais il y a 15 ans, il y a 10 ans. Là, ça fait 5 ans. C'est ici que je vais chercher une forme de non-vouloir de vivre ensemble. Parce qu'ici, ce qu'on dit, ils peuvent garder leur culture, mais on ne veut pas qu'ils influencent ma culture. Je ne veux pas qu'ils aient un impact, je ne veux pas qu'ils transforment ma culture. Alors, c'est comme dire, on ne veut pas se faire soit diluer par la culture de l'autre. C'est un peu aussi comme dire, bien, j'aimerais mieux qu'ils restent dans leur coin. Bon, à un moment donné, moi, je me disais, parce que j'avais les résultats au Québec, je m'étais dit, c'était la commission Bouchard-Taylor avec les accommodements déraisonnables. Il y a eu toute une controverse durant 5 ans, 4 ans qui était dans les journaux. Puis là, la question de la ségrégation des E était allumée. Et pourtant, je le retrouve, des fois je me demandais si c'est un artefact, mais je le retrouve chez les Acadiens, je le retrouve chez les Franco-Ontariens, puis je l'ai chez les Québécois. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. C'est comme puis en Europe, bien, on l'a aussi. Oui. Une question, puis après ça, un petit commentaire. À Montréal, puis là, vous parlez que vous étiez à l'UQAM. Donc, moi, je vois qu'à Montréal, c'est Montréal et le reste du Québec, au niveau de la langue, au niveau de la multiculturelle, etc. Et la deuxième chose, étant à Montréal, on sait que si on prend le boulevard Saint-Laurent pour s'en va vers l'ouest,
c'est anglophone, puis on se fait servir en anglais dans les restos, puis dans tout ça. Donc, en ayant choisi des étudiants de l'UQAM, est-ce que vous considérez qu'il y aurait une préoccupation, justement, puis que les étudiants de l'UQAM sont beaucoup plus sensibles que les étudiants pris à l'extérieur de Montréal, étant donné la prédominance de l'anglais à Montréal? Ça se peut, parce que ça vient de l'expérience personnelle, mais ces expériences-là personnelles sont très médiatisées aussi. Parce que dans les recherches internationales sur comment les communautés d'accueil accueillent les différents, les immigrants, d'habitude, dans les régions, on les accueille moins bien que dans les zones urbaines. Pourquoi? Ceux qui sont en zone urbaine, en contact interculturel soutenu, apprivoisent la différence. Dans le métro, dans la rue, ils sont habitués à voir des gens de toutes les couleurs, d'entendre toutes sortes de langues. Donc, ce n'est plus une histoire aussi menaçante. Donc, on apprivoise la différence dans les milieux urbains. Dans les milieux, dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'immigrants, on construit nos représentations des autres, des eux, de la façon que les médias nous communiquent. Puis d'habitude, les médias nous communiquent toujours des histoires apeurantes. Alors, ils vont dire toutes sortes de choses. Ils vont dire à Montréal, il y a des gens qui ont du mal à se faire servir en français. Mais là, les gens de Victoriaville, les autres, ils n'ont jamais eu de problème de se faire servir en français. Mais là, ils vont dire, on a un gros problème avec la langue de service dans les commerces. OK? Puis, ils peuvent seulement carburer sur ce qu'ils reçoivent dans les médias. Alors, puis, dans les études à travers l'Europe, les Amériques, un peu partout, il y a moins de tolérance à l'égard de l'immigration et de la différence en région qu'en zone urbaine. Alors, vous avez un commentaire? Oui, mais c'était juste une suggestion. Quand j'ai vu le bleu, c'est mon caractère scientifique, j'ai pensé au froid, puis le rouge, j'ai pensé au chaud, puis je pensais que les anglophones seraient beaucoup plus froids que les francophones. Il y a une autre question, hein? Je ne sais pas d'où ça vient le rouge pour les anglophones, mais on l'utilise depuis des années. Le rouge britannique et le bleu. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. L'habit rouge. C'est les habits rouges, les Anglais. Moi, j'ai pensé à froid tout de suite. Voilà, c'est ça. Bon, il y avait les partis politiques aussi à un moment donné, parce que le Parti québécois, c'est bleu. Le Parti libéral, c'est bleu. Oui. Alors, moi, je voulais d'abord commenter en disant que c'était vraiment très intéressant d'entendre les résultats de ce travail. Ça appuie d'autres études qui ont été faites sur le bilinguisme aussi, qui montraient que plus les gens étaient bilingues, plus ils étaient ouverts. Oui, ça, on le voit chez les franco-ontariens. Par exemple. Oui. Puis, je trouve que ça pourrait être intéressant même de l'appliquer à l'intérieur d'une même province. Parce que je pense ici au Nouveau-Brunswick, avec le déménagement des gens du Nord au Sud de plus en plus, ça pourrait être intéressant de voir comment les gens du Sud-Est vivent cette invasion des gens du Nord par rapport au Sud. Je suis d'accord avec Rodrigue qui disait que les résultats sont propres au corpus, à l'échantillon propre, mais comme vous avez dit, tout le monde a un peu relevé aussi, c'est selon les contextes et puis les résultats peuvent être un peu différents. Bon, ça montre une grande tendance quand même. Il pourrait être plus accentué d'un côté ou de l'autre, mais je pense que ça reflète quand même... je serais surpris de voir des inversions de résultats, mais c'est plutôt la polarisation des résultats, que ce soit moins polarisé, plus d'écart, moins d'écart, mais je pense que la tendance se maintiendrait, mais moins prononcée dans un contexte avec une population qu'avec une autre, je crois. C'est encore à voir. Moi, la question que j'avais, deux questions j'avais. Est-ce que c'est vous qui avez intégré la question sur le groupe autochtone? Oui. C'est-à-dire que vous avez présenté en disant que vous aimeriez avoir plus d'autochtones? Non, ça c'était... Le thermomètre technique, c'est juste leur demander jusqu'à quel point vous êtes favorablement disposé envers les groupes suivants. Là, on leur en donne un gros paquet. Énormément. Favorablement disposé, ça veut dire de les accueillir? C'est très général. C'est juste jusqu'à quel point êtes-vous favorablement disposé envers les groupes suivants. Puis là, sur le thermomètre ethnique, c'est pas du tout 0. Moyennement 50. Très favorable 100. Et l'image du thermomètre, les gens aiment bien ça parce que
demandez aux gens, est-ce que vous aimez un groupe plutôt que l'autre? Les répondants de nos jours, ils disent non, moi je ne réponds pas à une question comme ça, parce que ça prête tout simplement aux stéréotypes et aux préjugés. C'est trop transparent. Alors, avec le thermomètre ethnique qui a été développé par Vicky Assis à l'Université de Western Ontario, c'est comme si les gens se prêtent au jeu du thermomètre, puis sont plus candides, parce que dans le fond, descendre à peu près à 52, là, des fois avec les arabo-musulmans, on peut tomber à 40. Puis ça, c'est pas gentil, là. Et donc, mais en même temps, c'est un petit peu moins transparent que si on leur demandait est-ce que vous aimez les groupes suivants ou est-ce que vous voulez. C'est quand même des stéréotypes quelque part. Oui, oui, oui. C'est juste qu'on est plus candide. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens aiment cette petite échelle-là parce que c'est bon, c'est un thermomètre. C'est pas trop sérieux, mais dans le fond, il révèle un peu. Dans nos autres études, dans mon autre vie avec les accents, c'est qu'on sollicitait les attitudes en faisant jouer des bandes sonores avec des gens qui avaient des accents différents. On leur disait, on vous demande de juger chaque individu. C'est ça, les études de Match Guys. Alors ça allait chercher des choses qui étaient très candides parce que là, les gens pensaient qu'ils faisaient tout simplement une tâche de perception individuelle. Mais en fait, quand on variait l'accent des locuteurs, on sollicitait leurs stéréotypes puis leurs préjugés, mais d'une façon, ils ne s'en apercevaient pas, qui nous donnaient des stéréotypes. Et là, on avait des effets assez marqués pour les évaluations des francophones et des anglophones. Puis ça a été repris un peu partout dans le monde. Moi, on a fait en Angleterre, on a fait en France, on a fait ces études-là un peu partout dans le monde. Et c'était très efficace, mais c'est plus lourd. Parce que là, il faut jouer des bandes sonores, etc. Alors ça, c'est l'échelle la plus, disons, la moins transparente, la plus ludique qu'on a en ce moment pour des choses faciles comme ça. Mais ça nous donne quand même, les tendances sont là. Pour les anglophones, les tendances sont là. Ça, c'est significativement différent. C'est 73, c'est différent de 63 là, au niveau statistique. Donc, dans le fond, c'est ça qui nous intéresse, c'est le côté de différence. Et ma deuxième question, c'est que je n'ai pas bien compris comment vous avez calculé l'orientation de l'acculturation. OK. La figure que vous avez montrée, c'est basé sur quoi? C'est ça. Alors, pour chaque orientation d'acculturation, on leur demande 3 questions. Par exemple, pour l'intégrationniste, les Canadiens anglais devraient conserver leur culture d'origine tout en adoptant la culture acadienne. Ça, c'est l'intégrationniste. Puis là, on leur demande à propos des valeurs, à propos des coutumes, on peut leur demander sur différents domaines de vie. Ils doivent répondre oui, non à non, c'est toujours à une échelle en 7 points. Je suis très d'accord, moyennement d'accord, pas du tout d'accord. Okay? Alors, par exemple, pour l'intégration et transformation, je vous disais, bon, on ne va pas en parler trop, mais regardez ce petit thème-là, c'est la raison pour laquelle il n'est pas tellement populaire. Les Acadiens devraient transformer certains aspects de leur propre culture pour mieux intégrer les Canadiens anglais établis en Acadie francophone. Alors là, ça met le poids sur la communauté d'accueil pour transformer leurs institutions, leurs habitudes, pour mieux intégrer les autres. Okay? Ça, c'est plus lourd de conséquences. On leur demande à propos des valeurs, des coutumes, des fondements dans l'emploi, on fait toutes sortes, on va chercher dans toutes sortes de domaines de vie. L'individualisme, que les Canadiens anglais conservent leur culture ou adoptent celle des Acadiens n'a aucune importance puisque chaque individu est libre de choisir la culture qui lui convient. Ça, c'est l'idée. La culture n'est pas trop importante, c'est les individus qui comptent. On leur demande 3 fois à chaque fois. On leur demande pour la culture, les valeurs, les coutumes. Puis là, on prend les scores obtenus pour ces 3 items-là pour aller chercher le taux d'endossement de l'individualisme. Donc, c'est comme 3 items pour chacune des orientations. Puis là, on change de groupe cible. Alors, on peut demander ici les Québécois francophones, que les Québécois francophones conservent leur culture ou adoptent celle des Acadiens n'a aucune importance.
quand on a comme groupe cible les Québécois francophones ou les Franco-ontariens. Alors, on se demande pourquoi on a les scores de ségrégationnisme. Le libellé est le suivant. Les Canadiens anglais peuvent conserver leur culture d'origine en autant qu'elle n'influence pas la culture des Acadiens. Et là, on va chercher beaucoup d'endossements pour cet item-là. On l'a pour les valeurs, puis on l'a pour les coutumes, puis on l'a autant chez les Franco-ontariens que chez les Québécois francophones. Ils n'ont pas besoin de dire oui, ils n'ont pas besoin de l'endosser à 4-5 d'accords. Ils pourraient être en désaccord avec ça. Puis il y a 10 ans, les gens étaient en désaccord avec ça parce qu'ils disaient nous, on veut qu'ils prennent notre culture à nous aussi. On veut les inclure plutôt que les ségréguer. Est-ce que les 5 ou 6 orientations sortent sur des facteurs distincts, tu fais l'analyse factorielle? Alors, ce qui arrive, c'est que les 3 qui sont accueillantes ont tendance à s'agglutiner sur le même facteur. Puis les 3 qui sont pas accueillantes sont sur un autre facteur. Des fois, l'individualiste sort un peu sur un autre facteur parce qu'on sort un peu de la logique, mais c'est ce qu'on va chercher d'habitude. Dans plusieurs pays, les gens... mais par contre, le profil des différents... L'assimilationniste, le ségrégationniste et l'exclusionniste rejettent la culture de l'autre, mais de façon différente. L'assimilationniste dit je rejette ta culture, mais je veux que tu t'absorbes à moi et que tu deviennes comme moi. Le ségrégationniste dit je rejette ta culture, puis je ne veux pas que tu contamines la mienne. Alors reste dans ton coin. Puis l'exclusionniste, tu dis bien, je ne veux même pas que tu gardes ta culture, puis je ne veux même pas que tu prennes la mienne. Dans le fond, c'est comme un rejet assez total. Mais c'est vrai qu'ils s'agglutinent sur le même facteur, parce que c'est le rejet de la culture de l'autre. C'est le rejet de l'autre. Mais ce que tu fais avec le rejet est différent. Alors des fois, ça devient intéressant. Est-ce que ça ne serait pas, les scores factoriels, c'est beaucoup plus parlant que ces profils-là, peut-être, si tu avais le... Bien, c'est le cas qu'il y a des gens qui vont juste avoir une échelle et dire on accepte les immigrants ou on les rejette. Acceptation, rejet. Tu pourrais dire que ces 3-là... Non, mais le score factoriel serait complexe quand même. Oui, il serait quand même complexe, mais il n'irait pas chercher... Alors moi, ce que je comprends... Alors, par contre, quand je les sépare... pourquoi j'ai... si j'ai mon facteur, mais j'aurais un facteur qui me donnerait ces 3-là, mais je n'aurais pas cette nuance-là. Pourquoi j'ai du ségrégationnisme? En Italie, par exemple, on a eu un score des Italiens par rapport aux immigrants albanais. On a eu un score d'assimilation très fort. Non. Pour la culture, on a eu un score d'acculturation de ségrégationnisme assez fort. Mais pour le travail, ce n'était pas la ségrégation, c'était l'assimilation. Alors, c'était l'idée, les Italiens se disaient, un immigrant albanais, on veut qu'il s'assimile à notre façon de travailler. Bon, c'était des Italiens de Padoue, donc l'Italie du Nord. Donc, on veut qu'ils travaillent aussi fort que nous. Donc, on s'assimile à notre pratique de travail soutenu. Et pour la culture, on ne veut pas qu'ils contaminent notre culture. Donc, il était sur le ségrégationnisme pour la culture, puis il était sur l'assimilationniste pour la norme de travail. Donc, c'est des nuances qu'on peut avoir besoin pour être un peu plus fin dans nos analyses que simplement les mettre tous dans le même facteur, parce que c'est vrai qu'en général, c'est le rejet de la culture de l'autre. Alors, John Berry, il dirait bien, mon échelle de multiculturalisme inclut des items d'inclusion, puis des items d'exclusion, c'est suffisant. Puis, je ne vais pas argumenter avec ça. Pour certaines raisons de recherche, c'est assez suffisant de dire est-ce que les gens rejettent les immigrants ou ils les acceptent? Mais des fois, quand on veut comprendre comme en Italie, mais là, on a mieux compris ce qui se passait. Pour le travail, on veut qu'ils s'assimilent, puis pour la culture, on ne veut pas qu'ils contaminent notre culture, donc on est ségrégationniste. Là, ça a plus de sens dans le contexte social.
c'est les mêmes individus. On leur a juste demandé la tâche 2 fois. On leur a demandé dans le domaine symbolique de la culture, des valeurs et des coutumes, puis on leur a demandé dans le monde du travail. Des réponses différentes, avec les mêmes orientations de la culturation et les mêmes groupes cibles. Donc, les gens sont très nuancés, en fait. C'était un peu ça la réaction. C'était, on a monté les orientations de la culturation pour dire, pas toutes les communautés d'accueil ont les mêmes façons de percevoir, positif ou négatif. Je voulais discrètement, mais voilà, c'est réussi. Bon, c'est vrai, la fin. On va passer des pots, là, c'est la fin. C'est la question? On a pas pour une autre. Il reste quelques instants. Il reste seulement pour une dernière question. OK. Allez-y, c'est une question. Rodrigue, je veux dire, Réal, est-ce qu'on devrait passer à l'affaire des toits? On pourrait. Oui, ça, c'est on a une question pour vous. Oui. On a une question pour vous. Ça, on ne sait pas quoi faire. Ben, on s'est déjà déclaré un peu. Bon, tiens. Ah, ben, On a une question vraiment de... Est-ce qu'on peut... Richard a essentiellement fait la démonstration de la présence ou de l'appui, dans une certaine mesure, pour l'hypothèse des 2 solitudes. Maintenant, la question porte sur la présence. Est-ce qu'il existe à l'intérieur des groupes cibles ici, est-ce qu'il existe en quelque sorte 3 solitudes? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de 3 solitudes? Parce que dans chacune des situations, quand on regarde la vitalité de la langue puis la vitalité de la communauté, les Acadiens disent que ce sont les Acadiens qui vont contribuer le plus, ensuite suivi des Québécois, ensuite les Franco-Ontariens. Et pour la vitalité de la communauté, on retrouve la même chose. Maintenant, quand on regarde les réponses des Québécois, on trouve les mêmes choix, mais ce sont les Québécois suivis peut-être des Acadiens, suivis des Franco-Ontariens. Et ainsi de suite pour les Franco-Ontariens. Ça fait qu'on retrouve toujours cette préférence pour l'endogroupe, suivie des 2 autres groupes. Puisqu'il y a cette identité supranationale, pourquoi ne se choisiraient-ils pas tous au même degré dans une certaine mesure? Ils sont tous des Ils sont francophones. tous des francophones. Ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ont de différences, il nous semble, en tout cas, au plan de la langue, au plan de la culture, dans une bonne mesure aussi. Mais il reste qu'il y a toujours cette séparation-là, cette façon de privilégier l'endogroupe par rapport aux 2 exogroupes, et les 2 exogroupes, pas de la même façon, de façon différente aussi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de 3 solitudes? C'est ça la question. Est-ce que je résume bien la question? Ben, moi, la question de solitude, mais c'est que comme Acadien, si je comprends bien, parfois la perception qu'ont les Acadiens, par exemple, des Québécois, c'est pratiquement, c'est plus une question de langue, c'est une question de culture. Puis parfois, on se sent aussi dominé par les Québécois que par les anglophones. Ça fait, des fois, je me dis, est-ce que ça joue pas? On craint encore un peu ces francophones-là. Je me pose la question. Par contre, franco-ontarien, des réalités beaucoup plus près des nôtres. C'est surprenant que le Québécois score plus haut que franco-ontarien. Ouais. Mais je pense qu'on connaît peut-être moins des fois les franco-ontariens. C'est peut-être ça. Comme acadiens, là. Ça, mais aussi, si la différence entre les 2 groupes, ça se peut qu'il y ait une différence de cette séquence significative, mais si la taille est faite est pratiquement nulle, ça peut peut-être rien dire aussi. Ah, ça, c'est significatif. Oui, mais c'est significatif, mais qu'est-ce que ça donne en termes de taille d'effet?
Ah, là, je ne me rappelle plus mon effet de taille. Ok. Mais, Parce que comme ça, généralement, comme relié à ce point-là, ça va t'indiquer un peu plus que le seuil de signification. Moi, j'ai une remarque. ce serait une bonne, je veux dire, on aurait aimé que ce soit intégré. Merci beaucoup de votre présence. On continue notre cours. Je Oui, vais oui, oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est publié déjà? Donc, non, c'est pas publié encore. D'accord. Ça va là. Merci beaucoup. Moi, j'ai de la difficulté avec le terme solitaire. C'est trop fort, hein? Ça m'intéresse. C'est le même commentaire que j'ai fait. Oui, Richard, ça va changer, mais il fallait que je fasse des l'étude. choses. Moi, j'aime pas ce terme-là parce que je sais que ça a été beaucoup utilisé, mais par exemple, on peut valoriser deux cultures sociétales au Canada sans les vouloir en solitude complète. Ça revient un petit peu à ce qui est ressorti de la réflexion sociologique de Joseph Himon, quand il parle des divisions provinciales, où chaque province s'est donné une identité propre. C'était la francophonie canadienne. Avec les Acadiens, ça, il y a toujours eu cette divergence-là. Mais dans la francophonie canadienne, là, il y a eu ce morcellement identitaire. Puis, là, on pourrait faire l'argument, qui peut mieux nous servir au plan du français que nous-mêmes, tu sais, etc. Oui. Et à quel point est-ce que vous avez poussé ce morcellement-là avec le questionnaire, parce que vous avez fait la même catégorisation dans votre questionnaire que Joseph Mondial-Leblanc. Oui, on les a catégorisés dans le sens que on a offert les quatre provinces options. d'origine. Les provinces d'origine. Ouais. On a offert les quatre options. Tu sais, puis moi, j'avais pensé, des fois, dans des études de catégorisation, quand tu mets l'exogroupe le plus saillant, dans ce cas-ci, les anglophones, ce que ça fait, c'est que ça réduit la différence entre les francophones, entre les Québécois, entre les Acadiens, les Québécois francophones et les franco-ontariens, parce que ça va chercher, ça polarise francophones et anglophones, et ça diminue la différence entre les francophones parce qu'on les a juxtaposés à un groupe beaucoup plus différent qui sont les anglophones. Donc, on a polarisé, la question polarise un peu en incluant les anglophones. Ça, des fois, ça arrive dans les études de catégorisation, on a ce genre d'effet-là. Mais là, la raison pourquoi on s'est demandé la question, c'est parce qu'on a eu dans les trois sites, c'est ça qui nous a surpris. J'aurais compris peut-être que dans un contexte culturel, peut-être que chez les Acadiens, ça avait plus de bon sens, donc ça reflétait une histoire particulière. Mais on l'a eu avec les Franco-Ontariens, puis on l'a eu avec les Québécois. On n'avait pas un troisième groupe pour les Québécois, mais on avait les Acadiens. Donc on a eu trois fois, de façon assez systémique. Est-ce que vous avez vu la même tendance auparavant? Vous avez parlé de ségrégationnisme, que c'est de plus, on le voit plus maintenant, mais est-ce que... Ça, c'est la première fois. On n'a jamais fait ça. On n'avait jamais fait ça C'est auparavant. la première fois que l'étude se fait au niveau de l'immigration interne. OK. Ouais. On n'avait jamais appliqué les modèles d'acculturation à la migration interne. Puis dans la littérature internationale sur l'immigration, on ne parle jamais que l'immigration peut contribuer à la vitalité de la communauté d'accueil selon le type d'immigrant. Alors, on pourrait dire, est-ce que les Français, les Maghrébins qui ont immigré en France, bon, une ancienne colonie, mais par définition, ils contribuaient au fait français parce qu'ils connaissaient l'arabe, le berbère et le français. Donc, pour la langue française, c'était concordant. Mais pour certains autres types d'immigrants, ils ne vont pas connaître le français. Donc, là, alors, ça ne s'est jamais posé dans la littérature d'immigration internationale de se demander est-ce que ça peut contribuer à la vitalité d'une ou des communautés d'accueil. Alors, au Québec, l'immigration internationale, elle peut contribuer soit à la communauté anglophone ou la communauté francophone. Mais comme c'est le gouvernement du Québec francophone qui contrôle l'immigration,
ils font toujours une sélection des immigrants en fonction des francophones, des francophonisables et des francotropes. Puis ils évitent les immigrants anglophones. Mais des fois, ils sont obligés d'en avoir parce qu'ils ont besoin de leurs compétences. Alors, ils leur donnent le droit de venir parce qu'ils ont un métier ou une formation qui est en haute demande. Puis là, ils vont dire, bien là, on a tellement besoin de ce genre de personnes-là qu'on va prendre quelqu'un qui est anglophone et hindi. Puis là, on va essayer de le franciser à grands frais. Mais on n'a pas, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui n'a jamais conçu qu'on peut voir l'immigration comme contribuer à la vitalité des communautés d'accueil, rivales des fois. Au Québec, les communautés d'accueil rivales, c'est francophone-anglophone, bien que les francophones maintenant ont un contrôle total sur l'immigration, donc les anglophones n'ont pas le choix, sauf pour l'immigration interne. Alors, on n'a pas d'effet de timing, c'est sur une autre époque. Parce que ça, c'est des questions différentes à l'égard du français, vitalité de la communauté francophone. Si j'ai 3 items en compute, puis ici j'ai un item seulement pour la vigueur du français. On pourrait mettre ensemble, parce que finalement, Je me demandais s'il y avait vraiment 2 facteurs, là, mais c'est vraiment... On pourrait les mettre tous ensemble. Mais c'est parce qu'on s'était dit que l'identité linguistique était tellement importante qu'on pouvait juste regarder ça, mais finalement, on pourrait les mettre ensemble dans un computer. Puis on voit l'effet inverse, hein? Finalement, les anglophones contribuent à la vigueur de l'anglais, contribuent à la vitalité des anglophones. Donc les francophones, les Acadiens, les Québécois francophones, puis les franco-ontariens sont très conscients que c'est un peu un jeu à somme nulle. Ce qu'un gagne avec les francophones, l'autre gagne avec les anglophones. Tu sais que c'est un jeu à somme nulle. Ils ont comme une mathématique là, dans leur tête. Merci. C'est intéressant. Merci de votre présence, surtout.